Bienvenue dans notre exploration linguistique du jour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des outils vraiment clés en anglais, mais parfois un peu subtils, hein. Les verbes modaux. Oui, bonjour. Et pour ça, on s'appuie sur une analyse assez détaillée, celle du cabinet Action Franlin, les mots anglais en grammaire. Exactement. Notre mission, si on peut dire, c'est de dépasser la simple définition pour vraiment saisir comment ces mots can, may, must, should et tous les autres fonctionnent un peu comme des joyaux cachés, pour reprendre leurs termes. C'est une jolie image. Oui, l'idée c'est de voir comment ils nous aident à sculpter le sens, à exprimer des nuances fines, que ce soit la simple possibilité ou au contraire la quasi-certitude. Bref, rendre la communication plus précise, plus impactante. Tout à fait. Et l'analyse sur laquelle on se base insiste bien là-dessus. Comment ils nous permettent de naviguer entre la capacité avec can, la permission un peu délicate avec may, ou alors la ferme conviction avec will. C'est ça. Alors, juste pour poser les bases, rappelons peut-être ce que c'est un modal. Ce sont des verbes auxiliaires un peu spéciaux. Oui. Leur boulot, ce n'est pas de décrire l'action principale elle-même, mais de la moduler, d'y ajouter une couche de sens en fait. Une sorte de commentaire sur l'action. Voilà, c'est un peu ça. Ils expriment notre attitude. Est-ce que c'est possible? Permis, obligatoire, probable, conseillé. C'est là toute leur richesse, quoi. D'accord. Et un point vraiment fondamental, que le document soulignait bien, c'est leur grammaire un peu à part. Ah oui. Ils ne varient pas comme les autres verbes. Pas de S à la troisième personne du singulier, par exemple. Et ils n'ont pas de participe passé classique, ni de formoning. Ah oui, c'est vrai ça. Ce qui leur donne une structure simple en apparence, mais en fait très puissante. Les exemples du document sont parlants. I can swim, ça exprime une capacité directe. Mhm. Alors que It may rain later, là on introduit une nuance de possibilité, d'incertitude. C'est pas la même chose du tout. Non, effectivement. Alors, justement, allons-y. Plongeons au cœur de ces outils. Le document liste 10 modaux principaux. Can, could, may, might, shall, should, will, would, must et ought to. C'est une belle liste. Pourquoi ces 10-là en particulier? Ils sont si cruciaux. Disons que c'est un peu la boîte à outils de base pour exprimer la modalité en anglais standard. D'accord. Comme le dit l'analyse, ils sont juste indispensables pour indiquer des degrés de certitude, pour être poli quand on demande quelque chose, pour donner un conseil ou exprimer une obligation. Mais avec la juste dose, quoi. La nuance. Exactement. C'est cette flexibilité, cette capacité à ajuster finement le message qui est si précieuse. Et c'est ça que le document met vraiment en avant. Ok. Alors, explorons-les un peu. Peut-être par paire ou par groupe pour mieux voir les liens. Bonne idée. On commence par qui? Can et could. Oui, parfait. Alors can, le document dit capacité brute, possibilité générale. L'exemple c'est She can speak Spanish fluently. Ça c'est clair. Oui, direct. Et could? Alors could, lui, il est plus polyvalent on dirait. C'est le passé de can, bien sûr. L'exemple donné c'est He could swim when he was 5. Mais c'est aussi, et ça on l'entend tout le temps, une façon d'adoucir une demande au présent, pour être plus poli. Ah oui, le fameux Could you please pass the salt? C'est ça. Hmm. Et cette nuance de politesse, je trouve ça vraiment intéressant. Absolument. C'est un point clé cette double casquette passé politesse de could. Alors, on continue avec may et might peut-être. Oui, alors eux, ils expriment la possibilité. Tous les deux, c'est ça. Mais il y a une nuance. C'est ça, une nuance de degré en fait. Et mais, attention, il peut aussi indiquer la permission, mais une permission plutôt formelle. You may leave the room now. D'accord, un peu vous êtes autorisé à. Voilà. Et pour la possibilité, l'exemple It may rain later suggère une chance raisonnable qu'il pleuve. Ok. Et might alors? Might, le document le présente comme exprimant une probabilité plus faible, une hypothèse plus incertaine. Ah. Genre may. It might rain later, so take an umbrella. On sent qu'on est moins sûr qu'avec may. Il y a une prudence plus grande. D'accord, je vois. Et il peut aussi servir pour des suggestions très polies. You might want to reconsider. C'est subtil, mais ça se perçoit. C'est fou comme le choix d'un seul mot peut changer la perception quand même. Tout à fait. Bon, passons à shall et should. Alors shall, lui, il a l'air un peu plus formel, non? Si je regarde l'exemple Shall we go for a walk? Le document dit que c'est pour les suggestions, les offres, surtout avec I et we, ou alors dans des contextes plus littéraires ou légaux pour une obligation. Exactement. Charles, il a une couleur un peu plus
classique, on va dire, ou formel aujourd'hui, même s'il est toujours utilisé, attention. Et should, alors lui, par contre, il est partout. C'est le modal du conseil de la recommandation par excellence. You should eat more fruits and vegetables. Le conseil de base. Voilà, il exprime aussi une attente, ce qui serait logiquement la bonne chose à faire, quoi. Mais sans avoir la force contraignante de must. Il y a une dimension un peu morale ou de bon sens avec should. C'est souvent ça, oui. Une obligation morale légère ou un conseil appuyé. Ok, je vois. Et alors, will et would. Will, c'est facile. Le futur, la volonté, la promesse. L'exemple I will help you with your homework. C'est assez direct. C'est ça. Will, ça peut aussi exprimer une forte probabilité, une prédiction. It will rain tomorrow. Assez certain. D'accord. Et would, un peu comme could, il a cette double fonction super intéressante. C'est la forme passée de will, par exemple dans le discours rapporté, Oui. mais il est surtout énormément utilisé pour la politesse. Le fameux « Would you like some tea ?» Ah oui, très british. Très poli en tout cas. Et aussi pour exprimer des habitudes dans le passé. When I was young, I would visit my grandparents every summer. Ah, un peu comme l'imparfait en français pour les habitudes passées. C'est une bonne comparaison, oui. Et bien sûr, would est la star des constructions conditionnelles. If I were you, I would take the job offer. Bref, c'est vraiment un outil de nuance essentiel. D'accord. Et il nous reste le duo must et ought to. Alors must, ça c'est l'obligation forte, non? Quasi incontournable. Ou alors une déduction logique quasi certaine. C'est exactement ça. Les exemples sont clairs. You must wear a seatbelt. Obligation. Ou he's not answering his phone, he must be busy. Déduction. C'est fort. Et ought to, le document le rapproche de should, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Ought to, ça exprime un conseil ou une obligation morale très similaire à should. L'exemple donné est You ought to apologize. Quelle est la nuance alors? Elle est fine. Ought to est parfois perçu comme légèrement plus fort ou un peu plus formel que should. Mais honnêtement, dans beaucoup de cas, ils sont interchangeables. D'accord. Un point intéressant d'ailleurs, qui n'est pas forcément détaillé mais qui est crucial avec must, c'est la négation. Ah oui. Must not ou mustn't, ça exprime une interdiction formelle. You must not smoke here, c'est interdit de. Ok. Alors que pour dire ce n'est pas obligatoire de, on n'utilise pas mustn't, mais plutôt don't have to, qui techniquement n'est pas un modal, mais bon. Ça veut dire tu n'es pas obligé. You don't have to come if you don't want to. La différence est énorme. Ah oui, très bonne précision ça, merci. Au-delà des sens, l'analyse insiste aussi beaucoup sur les caractéristiques grammaticales, on l'a un peu évoqué. Rappelons peut-être les points clés. Leur forme ne change jamais, peu importe le sujet. Oui, ça c'est central. Pas de S à la troisième personne, ça perturbe souvent les francophones au début. C'est clair. Et l'autre règle d'or, ils sont toujours suivis de la base verbale, l'infinitif, mais sans le tout. Oui, on dit « she can swim », jamais « she can to swim ». Exactement, c'est direct. Et puis, comme on disait, pas de forme en ing ou de participe passé propre. Ça limite un peu leur usage dans certains temps, les temps continus ou parfaits et complexes notamment. D'accord. Leur fonction première, c'est d'exprimer la modalité, tout ce qu'on vient de voir. Et grammaticalement, ils sont super pratiques. Ils sont autonomes pour faire les questions et les négations. C'est-à-dire? On inverse juste le sujet et le modal pour poser une question. Can you swim? Pas besoin d'un autre auxiliaire comme do. Ah oui. Et pour nier, on ajoute simplement not, souvent contracté en N, après le modal. I cannot swim. Là encore, pas besoin de do. C'est simple et efficace. C'est vrai. Et le document notait aussi une petite différence de registre, non? Entre certains modaux? Oui, une tendance. Shall et ought to sont perçus comme un peu plus formels, alors que can ou should sont plus passe-partout. C'est bon à savoir. Très clair. Et toutes ces règles, au final, ça donne des structures de phrases assez simples et récurrentes, que l'analyse détaille bien d'ailleurs. Oui, Pour l'affirmatif, sujet plus modal plus base verbale, simple. Exemple, she can speak French. voilà. Pour le négatif, sujet plus modal plus not, nont plus base verbale. Exemple, I cannot swim ou I can't swim. C'est ça. Et pour l'interrogatif, modal plus sujet plus base verbale, avec le point d'interrogation. Exemple, can she swim? Exactement. Une fois qu'on a compris ça, ça débloque beaucoup de choses. Oui, maîtriser ces structures, c'est déjà faire un grand pas, j'imagine. Absolument. Et en somme, comme le dit bien l'analyse du cabinet Action, bien comprendre et surtout bien utiliser ces dix verbes modaux,
avec toutes leurs petites nuances de sens et leurs règles grammaticales spécifiques, ça permet vraiment d'élever son niveau d'anglais. C'est pas juste de la grammaire pour la grammaire. Non, pas du tout. C'est accéder à une plus grande finesse d'expression. C'est pouvoir communiquer ses intentions, ses doutes, ses certitudes avec beaucoup plus de précision. En effet. Alors, pour résumer un peu notre discussion, ces verbes modaux can, could, may, might, shall, should, will, would, must et ought to, ce sont bien plus que des simples auxiliaires finalement. Ah oui, clairement. Ce sont de vrais leviers pour nuancer nos propos, pour exprimer tout cet éventail entre la capacité, la permission, l'obligation, la probabilité, le conseil, la volonté. Comprendre comment ils fonctionnent, chacun avec ses spécificités, c'est une clé essentielle. Et cette compréhension, elle a un impact direct, hein. Ça permet non seulement d'affiner sa propre façon de parler ou d'écrire en anglais, Oui, mais aussi de mieux capter les intentions et les subtilités chez les autres, quand on lit ou quand on écoute. On décode mieux le degré de certitude de la personne, son niveau de politesse, la force d'une recommandation. c'est très vrai. C'est précieux. Et pour terminer, peut-être une petite réflexion qui prolonge un peu notre discussion sur les nuances, en m'inspirant des remarques annexes du document sur la diversité de l'anglais. Maintenant qu'on a exploré la richesse de ces outils, on pourrait se poser la question, est-ce que la fréquence d'utilisation, ou même le choix entre des modaux parfois proches comme shall et will, ou should et ought to, est-ce que ça pourrait varier, même subtilement, entre, disons, l'anglais britannique et l'anglais américain ? C'est l'excellente question. On sait qu'il y a des différences d'usage. Voilà. Observer ces variations potentielles dans l'usage réel, ça pourrait être une piste assez fascinante pour aller encore plus loin dans la compréhension, non ? Tout à fait. Une belle piste d'exploration pour continuer à creuser.